se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la pédale braquée. La prochaine grande révolution dans le vélo. Ça, c'est mon ami Sylvain qui pose cette question-là. Puis je trouve que c'est intéressant parce que, tu sais, on en a eu des révolutions. Tu sais, je répète, là, on en a eu des révolutions dans le vélo, puis on peut les qualifier de toutes les façons. Là, je veux dire, c'est niaiseux, mais tu sais, j'ai eu un genre de blackout de bicycle pendant je sais pas trop combien d'années, là, tu sais, 7-8 ans, tu sais, où est-ce que j'étais vraiment moins intéressé à ce qui se passait dans le vélo, tu sais. Ben, c'est quand même long, dans le fond. Mais tout ça pour dire que dans ces 7-8 ans-là, quand j'ai réintégré le monde du vélo, juste dans la technique, j'ai vu des gros changements, tu sais. Dans les vélos, tu parles? Ouais. Le matériel. Le matériel, puis la façon de rouler, puis la façon de la s'entraîner. position, là, on voit des photos, là. On voit des photos sur 10 ans, là, comment qu'avant, là, on avait des potents. Moi, j'ai roulé une 150 plongeante. Ouais. C'est le reculer dans le tapis, genre. Puis maintenant, on roule ça a plus de plus rapport. haut, plus court. Moi, quand je reçois un bike, je me pose même pas de questions, là. La selle, j'ai fou au plus en avant possible. Puis, c'est rendu ça, maintenant, les manivelles courtes, ça évolue énormément. Là. Ça tu sais, des révolutions, il y en a 1000 dans le sens où est-ce que, tu sais, c'est une grande révolution. Tu sais, c'est con, là, mais tu sais, les freins à disque, moi, c'était comme... Je veux dire, je vous le dis, là, je suis parti bien trop longtemps là, quand je suis revenu, tu sais, puis on le rit en masse, là, tu sais, des 23... tu sais, des pneus 23, puis le kit, là, moi, dans ma tête, là, j'en revenais pas là, que ça existait plus quand je suis revenu. Fait que ça, c'est des petites révolutions. C'est une grosse révolution, je le sais pas, tu sais. Mais en général, tout ça était une grosse révolution matérielle. Tranquille. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que c'est plus un peu under, mais quand même, ça reste des révolutions sur la technique puis sur la façon dont on réfléchit, la façon de rouler, je trouve. Le positionnement, ça a apparu. Ouais. Les vêtements, la position, les bikes. La prochaine. Les pneus, je pense, c'est pas une petite. Les pneus, là, ça a tellement changé sur le confort. Ça a permis d'avoir des vélos plus stiffs, plus aéros, qui répondaient plus sans perdre, sans avoir l'impression de rouler sur un bout de bois. Ça a été une très grosse révolution quand même, là, ce changement de diamètre. Ah ouais, j'avoue, j'ai pas pensé à ça. Parce que même, il y a longtemps, dans le livre à Laurent Fignon, il comptait que eux autres, je pense qu'il y avait des 21, quelque chose comme ça, ou 19, encore plus petits. Puis à un moment donné, il y a Michelin, sponsor d'une équipe, je pense que c'est l'équipe à Fignon, justement, puis il avait dit rouler des 23, puis t'es comme, c'est ben trop gros, ça n'a pas de bon sens. Puis là, Christy, on se fait larguer d'un côte, puis là, après une descente, il a largué tout le monde, une descente technique. Puis tu sais, depuis ce temps-là, le standard était 23, puis là, dernièrement, ça nous a amené complètement ailleurs, 25, 28. 30, tu vois, ben oui, puis là, les vélos de gravel, on n'en parle même pas. Mais ça a changé beaucoup de choses. Puis finalement, puis en vélo de montagne, la taille des roues, c'était 26 pouces forever. Puis après ça, au jeu de Londres, il y avait des 27,5, des 29. Puis là, je pense qu'on a des encore plus gros que ça, des 30, en tout cas. Fait que, puis encore là, ça change toute la façon de driver aussi. Mais ils se sont habitués. Mais la prochaine révolution, c'est une grosse question, mais en même temps, il peut y avoir juste un certain nombre de réponses parce que ça peut aller toucher un domaine ou un autre. Mais là, moi, je pense que je m'en vais dans la direction des budgets. Je pense que il faut qu'ils fassent quelque chose. Quand même, des équipes comme Visma commencent à se plaindre qu'ils sont sur le back foot, même avec c'est quand même une grosse team avec un des plus gros budgets du peloton, mais on n'est peut-être même pas à la moitié du budget de UAE. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis tous les sports professionnels ont eu ce problème-là. Certains l'ont réglé en partie. C'est quand même une grosse affaire, là, un plafond budgétaire pour des équipes de vélo. On s'entend, là. On dirait que ça n'a jamais été une idée, dans la mesure où c'est des coureurs. On parle pas tant que ça encore. Le monde chiale, mais ils ne sont pas dans les solutions beaucoup. Pas en tout, là. Ça montre que le sport est rendu plus gros aussi. C'est pas la même affaire. T'es rendu dans plusieurs dizaines. UAE, c'est dans du 80 millions d'euros. Là, ça commence à être des gros budgets. Là. 80 millions d'euros, je veux dire. Mais tu sais, là, t'es là quand ça rend la course. On a parlé l'an dernier, je me souviens, je parlais avec des gars comme Valentin Madouas au départ de grosses courses. Puis lui, il est vice-champion olympique, puis il en a gagné des grosses courses, puis il a fait des podiums de Tour des Flandres, etc. Puis c'est comme, comment vous abordez ça là, quand t'as UAE qui ont leur équipe, que le moins bon, c'est Tim Wellens. C'est comme, mais c'est décourageant. C'est comme, on essaye d'aller sur des courses qui sont pas là. Parce que on l'a vu, Roglic, il avait parlé de ça. Puis là, le monde, ils disent que Vingegaard, il va au Giro parce que pour se donner une excuse pour perdre le tour contre Pogacar. Ça n'a aucun sens.
c'est tough. Mais je pense que ça devient. Ça perd. C'est encore beau voir Pogacar gagner parce qu'il gagne avec la manière, puis il est quand même attachant comme personnage médiatique. Ouais. Mais il y a un problème reste quand la même, course. puis ça va finir par être encore plus grave, je pense. Mais tu sais, tu parlais de ça à un autre podcast, Antoine, l'année passée, avec Pascal Hugo Quentin. Puis tu sais, t'avais un bon point, je trouvais. Faut pas non plus que ça amène le sport par le bas. Tu sais, t'as des gros brands qui rentrent dans le bike. Ben là, t'avais nommé Red Bull, c'est un bon exemple. Tout le monde connaît Red Bull, là, peu importe ce qu'on pense des boissons énergétiques. Ils investissent beaucoup dans le sport. Ah ouais. Mais là, tu veux pas que Red Bull s'en aille parce que c'est maximum 30 millions d'euros par année. Merci beaucoup ça. pour sauver, une couple d'équipes françaises là, qui ont passé de budget. Fait que c'est quelque part entre les deux. C'est juste l'abus. Tu sais, je pensais à des exemples dans d'autres sports. Par exemple, au baseball majeur, je pense qu'il y a un plafond salarial, mais si tu le dépasses, les propriétaires payent une pénalité. Donc là, les propriétaires vraiment riches payent la pénalité, et ça change comme rien. Fait que, tu mettrais ça en bike, ça ne marcherait pas. Tu aurais UAE qui paierait une éventuelle pénalité. En Formule 1, excusez, c'est un peu mon sport aussi. Là, Ouais, moi aussi, c'est mon sport, on s'entend bien. Ouais. Ben oui, fait que là, le plafond, c'est sur le développement du char. Il y a aussi les salaires des pilotes. Ben, en fait, il y a le salaire des pilotes compte pas. Non, c'est ça. Le salaire des trois personnes les plus payées dans l'équipe va venir par le formulé. Le salaire des 3 personnes les plus payées dans l'équipe compte pas. Fait qu'après ça compte. Fait que ça serait intéressant. Évidemment, tu n'as pas de char à développer, mais si tu peux pas signer tous les coureurs que tu veux. Tu peux pas avoir toutes les Yates et les Wellens de ce monde. Il faut que tu choisisses. Tu peux garder ton Pogacar, tu peux le payer le salaire que tu veux. Ça va rien changer. Parce que, tu sais, ça reste quand même débile. Ça serait déjà bien. UAE, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que le problème dans le peloton en ce moment, c'est UAE, point. Tu sais, il n'y a pas de... Tu sais, t'as J-Vine, ils ont envoyé comme... Ils ont envoyé genre leur C-Team, tu sais, puis... Avec Narvaez puis J-Vine, puis il se fait attaquer par un Canadien dans la course pareille. En même temps, tu te dis, ça a toujours existé. Il y a 10 ans, c'était... Là, c'est des nouveaux budgets, mais il y a 10 ans... Il y a 10 ans, c'était Sky. Il y a 20 ans, c'était US Postal. Il y a 30 ans, c'était Banesto. Tu parles comme un papa là, qui dit genre hey, les maisons, ça a toujours été dur à acheter. C'est genre 10 fois plus dur à acheter maintenant que des années 80. C'est vrai qu'il y a toujours eu des équipes qui avaient plus de budget. Mais c'était quoi le ratio? C'était quoi la différence entre les grosses teams? Est-ce que US Postal était 2 fois plus riche que les autres ou 200 fois? C'est un peu là que peut-être que je revienne avec des analyses avec les chiffres qu'on connaît, mais je pense que le fossé se creuse, puis c'est là que ça devient compliqué. Tu sais, je lisais que le PDG de l'équipe Visma, qui est quand même, je pense que je l'ai dit il y a 2 minutes, mais tu sais, il commençait à parler de genre, hey, on n'est pas capable de se payer, d'acheter les coureurs comme d'autres teams, puis qu'on retourne à la base, on essaie de trouver les talents tôt, de les développer. Fait qu'il parlait comme les équipes françaises, parce que c'est souvent eux qui sont ciblés, qui se plaignent, mais là, c'est rendu que Visma se plaint, là, si je peux me permettre. Fait que le problème, l'autre réalité, puis ça reste une réalité qui est présente beaucoup en Europe, là, pas ici encore, mais les grands clubs européens sont pistonnés pas mal avec l'argent des grands pays comme UAE, le Qatar. C'est ça, fait que là, ils sont impliqués là-dedans, puis ils ont de l'argent. Fait que c'est difficile de pas juste aussi être heureux parce que tu dis, hey, le vélo, ça reste quand même le sport des pauvres, là, dans le sens où, je veux dire, c'est ça. Le budget d'une équipe reste quand même à échelle humaine quand tu compares aux autres grands sports. Puis ça reste un budget d'équipe pour un nombre énorme d'employés, en tout cas, ou de cyclistes. Fait que, je veux dire, à un moment donné, quand tu regardes ça, tu fais comme, plus d'aide, c'est le fun. C'est quand même un plus. Ouais, mais après c'est ça... ça qu'il faut. Oui. En fait, le problème, c'est qu'il y a trop d'équipes qui en ont pas assez. Le problème, c'est pas ceux qui en ont plus. Il faut qu'il faudrait juste qu'il y ait... Mais c'est de la redistribution. Puis là, on parle un peu... c'est la même affaire avec le football de la NFL. C'est la même affaire avec le football de la NFL. Ce qui est fabuleux, c'est les droits de télé. Ça, on n'aura jamais ça pour le vélo, ou à peu près pas. C'est ça. Mais, par exemple, tu peux imaginer que pour un budget comme... C'est ça qui est étonnant, c'est que tes retombées
sais, dans le monde du vélo sont plus tough à calculer que tu es retombé dans une ligue organisée. Puis même la F1 en est aussi un autre exemple. Tu sais, tes droits de télé valent un certain montant. Fait que là, tu es capable de redistribuer. Puis cette redistribution-là vaut la peine pour des équipes comme la Ligue nationale qui ont moins, tu sais, de hockey, là, dans ce cas-ci, qui ont moins d'argent, puis qui finissent par réussir à avoir un certain montant intéressant. Tu sais, les Packers de Green Bay, ils sont dans une ville qui a moins de monde que le nombre de places dans leur amphithéâtre, quasiment, dans leur stade. Puis là, à un moment donné, tu te dis, ben, comment ils font pour survivre? Ben, ils survivent justement grâce à ça, parce qu'à un moment donné, ce genre de système-là fonctionne bien. Puis je pense qu'il pourrait bien fonctionner pour le vélo, mais c'est tellement un sport différent, juste dans la manière dont ils retirent de l'argent, puis de la manière dont ils en produisent, puis ils génèrent. C'est pas la même patente. Ouais, il va falloir qu'ils s'inspirent de tous ces modèles et ces bons exemples-là que tu as donnés, parce que c'est une grosse partie de la réponse, parce qu'au-delà de dépenser, il faut qu'il y ait des revenus aussi autres que le classique sponsor, puis d'aller faire des échappées sans espoir, parce que je pense que ça s'en vient, moi, cette révolution-là. Ah ouais? Répondre pas à court terme. Il en Mais à un parle. moment donné, je veux dire, tous les sports ont passé par là, c'est long, ça prend des problèmes plus graves que 4-5 équipes françaises ou espagnoles qui sont fâchées. Ça prend Oui, des ça, je suis gros d'accord, teams sauf que cool, j'ai l'impression que malheureusement. j'ai l'impression que ça va arriver comme Pogacar à un moment donné va prendre juste sa retraite, puis on n'en parlera même plus, puis l'équipe va être bonne, puis il n'y aura pas tant de. En tout cas, c'est le feeling que j'ai. Après ça, je continue avec un dernier truc, c'est que on parlait de révolution, puis là, on parle de la révolution qui est plus stratégique, ultimement. Là, c'est une révolution de la. Moi, je dirais de l'organisation. Du système, Ouais, du système. Ouais. Mais tu sais, dans les révolutions techniques, c'est bizarre parce que, je regardais ça. Ça doit faire maintenant comme, je pense, 20 ans que toutes mes bicycles sont en carbone. Hein, on s'entend, là, tu sais, bon. Ça, c'était la grosse affaire. Mais là, tout le monde, là, le carbone, c'est ça. Là, après ça, il n'y a plus rien d'autre. Fait que techniquement, dans le vélo, sur le cadre, ça va être la qualité du carbone, ça va être la légèreté. Mais ça va être ce matériau-là. Il n'y aura pas d'autre chose. Je ne peux pas imaginer qu'il va y avoir d'autre chose. T'sais. Après ça, sur les vitesses, la manée, je veux dire, ça. Juste, mettons, juste après, c'est dans les formes. On voit de plus en plus, là, on a vu Factor sortir là, une fourche là, une fourche gigantesque à l'avant là, qui fait un peu comme des ailes. BMC, leur vélo de contre-la-montre, le haut banc arrière est fait un peu de la même façon. Fait qu'on voit des designs changer mais c'est des comme ça. designs, mais c'est pas des révolutions. C'est comme, il n'y a pas de... C'est pas des révolutions. Mais tu sais, il y a 20 ans, en 2010, jamais on aurait pensé qu'il y avait des... Ben oui, peut-être ces vélos de montage. Je pense que les 10 qui étaient à prévoir quand même que ça allait arriver. Mais t'allais dire que c'est dur après avoir d'avance. Là. En effet, on pense tout le temps qu'on est au bout de la révolution, mais... T'as raison. Sauf que, tu sais, mais la révolution, c'est un gros mot, là, tu sais. Ouais, c'est un changement majeur, là. Ben, on le voit plus on le voit plus quasiment sur tous les aspects entraînement nutritif dans les 5-6 dernières années, là, le high carb, pour moi, ça a changé. C'est ça qui a changé le vélo. Et à cette heure, on mange à côté, puis on pogne plus. C'est avec les coureurs, hein, c'est énergie limitée quasiment. Là. Puis c'est pour ça qu'on le voit sur les courses. Puis il y a eu des blagues. Ça, je il y a eu trouve ça des blagues. débile, Certains coureurs qui ont dit que c'est comme tu veux ralentir le vélo, parce que maintenant, il y a du monde qui dit que c'est trop dangereux, les vélos vont trop vite. Ils ont dit, capez le niveau de glucides, puis on va aller moins vite. Un plafond de glucides, finalement. C'est fucked up, là. Comment ça se fait que... Comment ça se fait qu'avant, puis là, je veux dire, je trouve ça tellement niaiseux, cette affaire-là, puis je lisais là-dessus récemment. Tu sais, on mange tellement sur un vélo maintenant parce que comme ça, on n'a plus de coups de faim, là, tu sais, on n'a plus de. Voyons, on dirait, tu sais, c'est ça, t'as pas de coup de fringale, puis là, tu te dis, ah, mon Dieu, vous aviez pas pensé à ça avant? On dirait que ça se passe. Avant aussi, la technologie n'était pas là. C'était, hey, tu buvais un drink d'isotonique, là, si t'avais mal au ventre pendant 2 jours, là. Mais avant, mettons, les poudres n'étaient pas adaptées pour ingérer autant, puis digérer et l'absorber. Les barres étaient moins performantes, les gels étaient plus acides. C'est que tu n'étais pas capable avant là, de prendre
15 gels d'une journée en 6 heures. T'en prenais 2, c'était comme ouh. Ah, des fois, on en vomissait même en prenant un trou. C'est ça passait tellement mal. Ouais. Mais comme il y a eu vraiment une grosse évolution sur les gels. La technologie a vraiment avancé dans les 10 dernières années. Les poudres, maintenant, tu es capable d'avoir, avant, mettons, une poudre de Gatorade, c'est 20 grammes de glucides, là, mets 2 scoops. C'est pas buvable ton truc. À cette heure, tu mets. Quand je faisais mes bidons le matin avant l'entraînement, s'il y avait comme ça de sucre dans le fond, là. Ça de sucre. Moi, il y a mon fils qui veut être sûr que je n'avais pas de coup de fringale. C'est gentil. T'es fin. T'es fin, mon Dieu. Merci. Hey, je vais être correct, je vais me rendre à la fin. Parle-moi de je pense ça. que tu peux dire, hey, c'est long, là, l'entrevue. Là. C'est long. C'est temps d'aller. OK, dernière question. Hey, pour vrai, ça passe tellement vite, mon gars. OK, dernière question. OK. C'est drôle parce que on avait une question de Phil qui nous demandait est-ce qu'on devrait mettre un plafond budgétaire sur les équipes. On n'a pas répondu, hein, mais j'ai l'impression que ça va être ça éventuellement. Je sais pas. Dernière question. J'ai l'impression que ça fait référence à ça. Est-ce qu'on devrait mettre une limitation sur les braquets? C'est notre ami Donald encore qui nous envoie ça. Une limitation sur les braquets? Non, peux-tu les enlever plutôt pour les juniors, excusez? Ouais, mais c'est une bonne question. On peut expliquer c'est quoi, en fait, les limitations sur les braquets. Dans les catégories juniors, cadets, tout ça, là, tout ce qui est en bas de 18 ans, tu peux pas avoir plus que tant de dents sur les plateaux avant-arrière pour je pense, des raisons de santé, de développement. Apprendre aussi le cyclisme, donc vraiment tourner les jambes vite. Puis que... C'est ça. Puis je pense qu'ils veulent peut-être mettre ça pour les adultes aussi parce que ça roule trop fort. Il y a trop de braquets sur les vélos de chrono. Maintenant, les vélos de chrono, ils mettent des 60, des 68 qu'on a vus à certains moments, mais comme on voit les vitesses de contre-la-montre. L'affaire, c'est que les vélos vont plus vite, l'aérodynamisme est plus poussé, les coureurs sont plus forts. Fait qu'à un moment donné, mettons, l'an dernier, Remco, il n'a pas fait un contre-la-montre en bas de 55 km/h. Puis cet été, un moment donné, on en parlait. Il y a un contre-la-montre qui est comme toujours le même parcours à Santo Benedetto, à Tirreno Adriatico. Puis c'était souvent un contre-la-montre par équipe. Maintenant, les gars qui gagnent, ils finiraient sur le podium tout seuls du contre-la-montre par équipe. Par équipe dans le temps. Dans le temps, là, moi, je l'ai fait en 2021, je pense, la dernière fois, là, en chrono par équipe. Là, puis on se faisait battre là, par des Filippo Ganna tout seul. Là. Ça fait que, maintenant, ça roule à 55, 56, 54 à tout. Même s'il y a des bosses, là, même s'il y a du vent, Remco, il sort pas un contre-la-montre en bas de 52, 53. Là. Ça fait que ça va vraiment. Mais moi, je pense vraiment pas qu'il faut les limiter de quelconque façon. De toute façon, il faut que tu aies les jambes pour les pousser. Quand tu es junior, on était écœuré de tourner les jambes. Là. Mais à un moment donné, c'était comme. Demain, je te mets un 68, t'es pas capable de... anyway. Moi, c'est un 68. T'as pas besoin de me mettre une limite. Là. La question qui m'intéresse plus en termes de limite, moi, c'est les limites d'indécente. Je pense que c'est une question qui se trame un peu là, pour la sécurité des coureurs. Surtout pour Jonas Vingegaard, là, parce que tu ne peux pas le déranger. Non, c'est pas à l'entraînement. On l'a vu. Certaines personnes l'ont peut-être vu à la Lula Tour, là, dans la descente. Là, il y a trois coureurs qui ont glissé à 90 km/h. On ne voit pas bien si tu as un accrochage, mais si tu sais, ça roule tellement vite. Les vélos, maintenant, vont tellement... Le problème, c'est ça. Les vélos vont tellement vite. C'est comme la même question un peu. Là. Ouais. Puis là, t'arrives, puis c'est comme la descente, elle ne pas les freinages. On finit ça là-dessus. La révolution, là, la prochaine révolution, j'espère que ça va être les maillots qui vont protéger. Des maillots plus résistants. Ouais. Ben, tu sais, ils l'ont montré là, à l'Eurobike le mois dernier. Ils ont sorti là, puis ils en parlent de plus en plus, une veste gonflable comme les en moto, ils ont ça. Ouais. Comme le monde en moto. Ils ont ça, qui se met dans le maillot puis qui gonflerait instantané. Mais le problème, tu sais, c'est OK, peut-être tu peux te sauver la vie quand même, mais là, c'est ça, la sueur, tu trempes. Tu trempes quand même à la grandeur. Après, les cuissards plus rembourrés aussi, c'est ça. Si c'est obligatoire, c'est ça que tu allais dire. Tout le monde a le 500 grammes de plus, on s'en fout. Là. Ben oui, c'est ça le point, c'est qu'ultimement, je comprends le poids, sauf qu'à un moment donné, on a imposé les casques, Maintenant, on a imposé les casques, même en montée.
sais, je veux dire, tu l'enlèveras pas, ton Christy de casse. Vous vous rappelez, la première année, ils ont laissé les enlever aux arrivées au sommet. Puis c'était une petite logistique. Puis là, c'était à la fin du monde. Il y avait dehors d'enlever le casque. Puis l'année d'après, plus personne ne faisait ça. Mais oui, ça va peut-être arriver. Puis les descentes, je trouve, ça serait intéressant. Surtout que, mettons, ASO, là, ça organise. Là, ça fait 2 fois qu'on parle du rallye Dakar en 2 minutes. Mais justement, ils ont tous des coussins gonflables en moto. Mais aussi, tous les véhicules. Il y a des zones, quand ils traversent les villages, il faut qu'ils ralentissent. Puis il y a des grosses pénalités s'ils ne respectent pas ça. Fait que, tu sais, cette organisation-là, ASO organise ce rallye-là aussi. Là. Ils ont tout ce qu'il faut pour dire s'il faut que telle descente soit neutralisée telle journée, ils pourraient le faire. Là, il va y avoir tout le débat de ça tue le cyclisme, puis ça enlève une partie. Le problème, c'est que tu as des bons. Mais tu sais, tu as des bons descendeurs. Je sais, c'est ça que ça va faire. C'est comme là, si, mettons, moi, j'étais un bon descendeur, là, je suis neutralisé, j'aurais pu créer une différence puis un écart. Puis, tu sais, ça fait partie du skill set. C'est comme, moi, toi, t'es bon en montée, mais je suis bon en descente. C'est comment... Non, c'est clair. Là. Ça fait... on a bossé notre temps, ça fait 20 minutes. Là. Un bon extra. C'est trop d'extra pour le monde. C'est trop d'extra, là. On vend pas assez cher notre extra. Ouais, c'est ça. Bon, on s'en reparle dans 2 semaines, des beaux. Ouais, il y a des belles courses qui s'en viennent. Donc, stay tuned. Au courant. Puis pensez encore à la révolution, la prochaine révolution. J'ai l'impression qu'on a répondu, puis pas. Ça pourrait être la question récurrente de notre extra. À chaque fois, on réfléchit là-dessus à chaque semaine. Il y a eu le heat training, il y a eu, il y a comme tellement, on peut tellement aller dans plein de choses, dans plein de voies. OK, puis le retour de l'EPO, le retour de l'EPO. À quand le retour de l'EPO? On a 2 semaines pour penser à ça. OK. C'est comme du jus d'orange, mon gars. J'essaie de s'entraîner. OK, bye. Salut les gars. Salut.